Vive la Normandie! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue à la Comète pour cette nouvelle réunion publique de la liste Vivre la Normandie avec Hervé Morin. Alors ce soir nous sommes encore avec des contraintes sanitaires, donc on a des gens qui sont dans la salle, qui sont espacés et qui sont présents physiquement. Et vous derrière votre écran, eh bien, vous pouvez évidemment assister à cette réunion publique mais aussi participer puisque vous pouvez poser des questions par SMS au 07 67 67 29 56. Je répète, 07 67 67 29 56. Posez votre question, ajoutez un prénom, votre ville aussi, du lieu où vous habitez, et nous répondrons, après le discours d'Hervé Morin, à l'ensemble des questions. Sont présents ce soir pour ce meeting à Bayeux, Sophie Gauguin, qui est vice-présidente de la région Normandie et maire de Dozulé, Jean-Léonce Dupont, qui est président du département du Calvados, Patrick Gaumont, maire de Bayeux, vice-président de la région et président de Bayeux Intercom, Sonia de la Provoterie, qui est sénatrice du Calvados, ainsi que de nombreux élus du territoire et évidemment une grande partie de la liste du Calvados que nous vous invitons à découvrir dès maintenant. Voilà, vous venez de découvrir donc l'ensemble des candidats de la liste du Calvados pour la Normandie à vivre avec Hervé Morin. Et donc nous allons enchaîner maintenant avec les discours et les premiers intervenants. Il est maire de sa ville depuis plusieurs dizaines d'années. Il est aussi vice-président de la région de Normandie. Et il est aussi président de Bayeux Intercom. Voici Patrick Gaumont. Même en étant maire depuis si longtemps, j'arrive à marcher sans canne. Mon cher Hervé, je ne sais pas te dire bonjour à nouveau, parce que nous étions ensemble encore il y a quelques instants pour un magnifique projet sur la ville de Bayeux, dans le domaine de la culture notamment. Jean-Léonce, te saluer, tu n'as pas eu beaucoup de mal pour venir jusque-là, puisque tu résides ici, et toi tu es un Bajocas, alors que moi je suis un Bayeuxin, donc petite nuance, mais que certains d'entre vous connaissent déjà. Ma chère Sonia, je suis ravi de t'accueillir, Bayeux est cher à ton cœur, et puis je pense que je te reverrai le 5 juin, si j'ai bien compris, puisque les artistes normands donc, organisent une belle exposition à Bayeux et vont rendre un hommage particulier à quelqu'un qui t'est cher.
Sophie, sois la bienvenue. Je pense que tu n'es pas en terre inconnue non plus. En plus, il y a l'énorme sculpture de Kies qui t'accueille et qui te rappelle l'abbaye en plus. C'est pour vous dire qu'à Bayeux, on sait donc allier le contemporain, l'art moderne, donc avec ce patrimoine bâti exceptionnel qui fait la particularité de la ville de Bayeux. Chers élus, chers colistiers, mesdames et messieurs, c'est un vrai bonheur de vous accueillir ici à la Comète ce soir pour encourager tous ensemble Hervé dans cette extraordinaire aventure que sont les régionales. Je voudrais ce soir vous faire état de mes expériences. Expériences à la fois d'élu local depuis plusieurs dizaines d'années, comme le soulignait Arnaud, et puis élu régional. J'ai connu la région Normandie en étant maire de Bayeux, mais sans avoir un pied dans cette très très belle collectivité. Et comme l'a dit souvent David Marguerite, pour faire avancer nos projets, en fait, c'était un guichet. Il fallait être politiquement correct, si c'est le terme adapté. Donc c'était très très compliqué. Et je vous avoue que mon grand bonheur en tant qu'élu local, et je pense qu'il est partagé par celles et ceux qui sont élus et qui sont présents ce soir, et ceux qui nous écoutent aussi, c'est de savoir qu'à la région Normandie, aujourd'hui, nous sommes tous respectés. Les territoires sont tous respectés. Nous passons des contrats de territoire, nos projets sont identifiés. Ça nous donne de la visibilité, de la visibilité, et ça nous permet de nous engager sereinement sur nos projets d'investissement. Et ça, Hervé, c'est grâce à toi, et je te promets que c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et de confortable que tu nous as permis donc de faire et de vivre surtout. Et puis, grâce à la région, justement, et au département aussi, puisqu'on a quand même cette chance d'avoir en local le président du département du Calvados, et je vais le garder, et j'ai envie de le garder donc, pour le 20 et 27 juin prochain, bien évidemment, puisqu'il y a cette belle échéance que sont les régionales, mais il y a aussi pour nous l'enjeu de garder donc, notre président donc, du département du Calvados, et c'est important pour nous. Grâce à vous, messieurs, et grâce à la région Normandie, on a financé quelques beaux projets sur la ville de Bayeux. Je vais prendre juste quelques exemples, puisque je ne vais pas être trop long non plus, mais je voudrais parler de la Halle au Grain. La Halle au Grain est une salle de spectacle. Et la culture à Bayeux, c'est important. Nous avons pendant des années travaillé sur la programmation culturelle pour essayer de voir si justement nous avions un public. Nous avons aussi professionnalisé nos équipes. Et si ça marchait, il fallait le lieu pour se produire. Et donc nous avons décidé de réhabiliter ce lieu emblématique qu'est la Halle au Grain à Bayeux et qui fait plaisir à beaucoup de Bayeusins et d'habitants donc, autour de Bayeux. Et grâce à la région Normandie, grâce à Hervé, j'ai pu avoir effectivement, et nous avons, nous, Bayeusins, eu un plan de financement tout à fait acceptable. Donc encore une fois, un grand merci. Il y a un autre dossier aussi sur lequel la région s'est battue à nos côtés et aux côtés du département. C'est le futur projet de la tapisserie. Parce qu'en fait, ça me rappelle le musée d'art-histoire Baron-Gérard. Bayeux est une ville de patrimoine, une ville de musée. Donc je veux peut-être beaucoup en parler ce soir. Mais ce MAB, ce musée d'art-histoire Baron-Gérard, on a mis 13 ans entre la fermeture et l'ouverture. Et ce qui était le plus compliqué, c'était d'aller chercher les financements. Heureusement, le département était là. La région, c'était compliqué. Et si on n'avait pas eu à l'époque une sous-préfète qui a fait une carrière assez formidable et qui, à un moment donné, s'est retrouvée donc, au cabinet du président de la République, je pense à Jacques Chirac, nous n'aurions jamais eu les financements de la part de l'État et encore moins ceux de la région. Comme quoi, quand on a la chance d'avoir des collectivités qui vous écoutent, qui vous respectent, on peut faire avancer les projets. Et grâce à la région Normandie, grâce au département du Calvados, le projet tapisserie va avancer, va se réaliser. Et le projet tapisserie, c'est un projet emblématique. C'est une renommée internationale pour le territoire normand, pas que pour la ville de Bayeux. La tapisserie de Bayeux, elle est mémoire mondiale de l'UNESCO. Donc, les labels UNESCO, il y en a quelques-uns sur la région Normandie. La tapisserie de Bayeux donc, a ce label. Et nous allons pouvoir donc progresser, avoir un musée digne de ce nom, tourner aussi vers le numérique, puisque en permanence sur cette jolie ville de Bayeux, nous essayons à la fois d'avoir ce regard sur l'histoire, parce que nous sommes fiers de notre passé, riches de notre histoire, mais aussi nous tourner vers la modernité en permanence. Et puis un autre sujet, et ce sera le dernier en tant qu'élu local depuis quelques dizaines d'années, c'est le prix Bayeux, Calvados, Normandie, des correspondants de guerre. Moi, je me rappelle d'éditions, et j'en ai 11, tu étais sûrement là aussi, où l'ancien président de l'ex-Basse-Normandie avait failli quitter la salle donc le soir de la remise des trophées, parce que monté sur scène, le journaliste qui animait la soirée,
ne lui avait pas donné le micro pour s'exprimer et vendre la région, ce que pouvait faire la région, quoi. Et on a failli se trouver coupé de financement, alors que nous avons un événementiel de renommée internationale qui, pendant une semaine, ouvre une fenêtre sur l'actualité internationale, qui rend un hommage à des femmes, à des hommes qui sont grands reporters de guerre, qui couvrent l'actualité au risque de leur vie. Mais l'information, c'est l'oxygène de notre démocratie. On en a besoin. Et donc, aujourd'hui, on n'a plus ce problème-là, parce qu'en fait, département, région Normandie, grâce à ton arrivée, Hervé, tout le monde a bien compris que cet événement, il était de dimension internationale. Il faisait rayonner la Normandie en dehors des frontières de la ville de Bayeux et de la région Normandie. En plus, il s'adresse aux lycéens, il s'adresse aux apprentis et il s'adresse bien sûr aux collégiens. Et c'est un formidable matériau, c'est un formidable outil d'éducation aux médias. Et grâce à vous, messieurs, grâce à la Normandie et à la région notamment, nous avons là un prix de dimension internationale qui rayonne et encore une fois qui fait parler de la Normandie. Mon expérience en tant qu'élu régional, un vrai bonheur. Travailler avec Hervé Morin, c'est un vrai bonheur. Travailler avec Sophie également, travailler avec l'équipe, ceux qui sont élus, c'est une vraie chance. Je pense qu'il y a eu au sein de cette équipe une vraie dynamique, une vraie osmose. Et c'est à souligner parce que dans les assemblées, ce n'est pas toujours aussi évident que ça puisse sembler ou paraître. Sur la région Normandie, moi j'ai vécu 2 expériences un peu différentes, puisque dans un premier temps, j'étais rapporteur du budget. Aujourd'hui, je suis remplacé par quelqu'un qui fait les choses bien mieux que moi, qui est un ancien comptable public, et il y en a quelques-uns dans la salle, donc je ne veux pas dire que je suis aussi bon qu'eux, mais Serge fait un boulot formidable. Mais avant Serge, donc, j'étais rapporteur du budget, et je peux vous dire que c'est une collectivité qui est bien gérée, avec des fondamentaux que le président a voulu. 3 principes clairs. On investit beaucoup. 600, 700 millions d'euros par an. On réveille la Normandie. La Normandie était endormie en termes d'investissement, que ce soit la basse et surtout l'ex-haute. Mais c'est bien, ils nous ont laissé de l'argent. Deuxième principe fondamental, c'est l'endettement, maîtrise de l'endettement. Et aujourd'hui, nous sommes une région qui n'est pas trop endettée et qui pourra continuer à investir à l'avenir. Et ça, c'est vraiment essentiel. Et le 3e pilier de la stratégie budgétaire de la région Normandie, c'est d'avoir une capacité d'autofinancement autour de 200 millions d'euros par an. Et ça a toujours été respecté par Hervé Morin. Et ça, c'est extraordinaire parce que ça nous permet de développer nos projets. Ça nous permet de respecter les engagements qui avaient été pris au moment de l'élection 2015. Mais surtout, ça a permis à Hervé, qui foisonne d'idées, mais vous le connaissez, d'aller plus loin dans les engagements qui avaient été pris auprès des Normands et donc de financer des projets qu'on n'avait pas forcément initialement prévus. Et puis, depuis quelques mois ou un peu d'années maintenant, je suis vice-président en charge de la culture et du patrimoine. Imaginez que pour moi, c'est un vrai bonheur. En tant que maire de Bayeux, où je vis la culture à 100 à l'heure donc sur la ville et avec cette dimension patrimoniale extraordinaire, de me retrouver donc sur la région Normandie en binôme avec Catherine Morin-Desailly. Et si Catherine nous écoute, je voudrais vraiment lui rendre hommage parce qu'on fait un binôme parfait. Je veux dire, on travaille parce que la région est grande, les dossiers sont nombreux et donc seul on ne fait rien. Et puis saluer au passage aussi l'équipe du service culture et patrimoine qui fait un bon boulot. Et bien, grâce encore une fois à Hervé, nous avons les moyens de mener notre politique, d'assurer ce pourquoi nous avons été élus, le projet Territoire créatif. C'est 40 millions d'euros en fonctionnement par an pour la culture sur la région Normandie. C'est le seul budget qui n'a pas été impacté. C'est 7 à 8 millions, voire des fois plus, en investissement chaque année, ce qui est important. Et nous accompagnons ainsi beaucoup de structures. Nous finançons des activités autour de la danse, du théâtre, du cinéma, du livre. Nous aidons des auteurs, nous aidons autour des arts de la rue, nous aidons sur les musiques savantes, les musiques actuelles. Nous intervenons dans énormément de domaines. Nous accompagnons des scènes labellisées, beaucoup de compagnies. Et j'aurais encore une fois souligné l'excellent travail ou la réactivité de notre président Hervé Morin, puisque comme vous le savez, nous sommes donc encore dans une situation sanitaire délicate. Et dès le mois de mars 2020, Hervé nous a dit il faudra aider toutes les structures parce qu'elles seront en difficulté. Parce que la culture, c'est aussi de l'activité économique. Donc, il y avait donc un excellent DRAC il y a quelques années. Ce n'est pas celui auquel tu penses, Hervé, bien évidemment, et je partage ton avis. C'était un peu avant, qui nous disait toujours que, de toute façon, 1 euro investi dans la culture
c'était 2-3 euros dans l'activité économique. Et ça, c'était vrai. Donc, et il a raison. Et Hervé en est convaincu, bien évidemment. Et donc, tout a été fait pour soutenir, donc, au titre de fonds d'urgence, de fonds de relance, les compagnies, les structures culturelles et tout un dispositif co-construit avec les acteurs culturels. Parce que la particularité de la région Normandie et de sa gouvernance, c'est qu'en fait, on ne décide pas seul, on co-construit avec les acteurs. Je veux dire, on s'entoure des professionnels et de leurs avis, ce qui était vraiment essentiel. Et grâce à ça, c'est 4 millions d'euros qui ont été dédiés donc, à des structures pour qu'elles continuent à fonctionner, pour faciliter aussi la création, puisque comme les salles étaient fermées, et d'ailleurs, quel bonheur de se retrouver en présentiel. Mais comme les structures culturelles étaient fermées, il n'y avait pas de diffusion. Donc, l'idée, c'était de dire, laissons place à la création et mettons les moyens pour favoriser la création. Et grâce à toi, Hervé, c'est ce qui a été fait. Et je pense que les milieux culturels ne s'attendaient pas forcément à ça de la part d'une majorité régionale qu'on dit plutôt de droite et du centre. Donc, merci, Président, parce que pour ça, c'est agréable. Sur le patrimoine, de la même façon, il y a une vraie appétence de la part de notre président de région. Nous accompagnons la Fondation du patrimoine qui œuvre sur le territoire, donc à la fois auprès des collectivités. Nous finançons donc la rénovation de beaucoup de monuments, de bâtis qui sont MH. Nous avons des dispositifs culturels qui mettent à la fois le patrimoine donc, avec la culture donc, ou la production donc, comme patrimoine en création, c'est-à-dire que je vais dans une belle abbaye, je vais dans un beau château ou éventuellement des vestiges donc d'un bâti de qualité, et nous finançons donc des groupes de musique savante, voire de musique actuelle, voire des artistes qui exposent donc avec des résidences aussi sur site. Donc voilà, ce sont des dispositifs qui sont innovants, que Hervé a poussé et qui nous était, nous, facile de mettre en musique quand vous avez un président de région qui vous dit « il faut faire ». Alors pour toutes ces raisons, Hervé, et je ne vais pas aller sur d'autres domaines puisque Sophie va parler d'économie, mais vraiment, c'est un bonheur de travailler avec toi. Je n'ai pas plagié Jean Léonce quand il cite saint Thomas d'Aquin, mais quand on a fait l'inauguration des franciscaines tous les deux, j'ai compris qu'on parlait de l'humilité et de la première place, donc je te laisserai éventuellement, Jean Léonce, la paternité de cette citation. Je ne te ferai pas non plus, Jean Léonce, un petit clin d'œil. De temps en temps, Jean Léonce, qui est très sérieux, qui nous fait des discours très sérieux, à une certaine époque, nous sortait des citations d'Achille Talon dans ses discours. Donc c'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Mon cher président, c'est toute l'affection que j'ai pour toi, donc tu le sais bien. Mais Hervé, sache que tu as du talent. Je voudrais faire une référence à Flaubert, puisque nous sommes sur le bicentenaire de la naissance de Flaubert. Catherine s'occupe d'ailleurs beaucoup de cette opération. Savoir qu'on a du talent soi-même, ce n'est pas évident de le dire. Mais moi, je te le dis et je pense que je peux le dire au nom de tous les colistiers. Tu as vraiment du talent. Tu as le talent nécessaire pour porter la Normandie, pour porter une ambition pour la Normandie, de faire rayonner les couleurs de la Normandie, de porter haut les couleurs de la Normandie, à la fois en France, mais aussi à l'international. Et pour ça, j'appelle les Bayeuxins, les Bayeuxaines, les habitants du Bessin et au-delà, à voter pour toi les 20 et 27 juin prochains. Et encore une fois, merci de m'associer à ton aventure. Merci Patrick Gaumont, donc maire de Bayeux. Et je redis une fois aux personnes qui nous suivent depuis le live Facebook qu'elles peuvent poser des questions au 07 67 67 29 56. 07 67 67 29 56. Donc Hervé Morin répondra à l'ensemble des questions. Elle est vice-présidente de la région Normandie. Elle est très impliquée dans les milieux économiques et en ce moment, elle a beaucoup de travail. Elle est tête de liste du département du Calvados. Sophie Gauguin. Bonsoir. Quelle ambiance à Bayeux, cher Patrick. Merci de nous accueillir chez toi. C'est une ville que j'aime beaucoup, tu le sais. Monsieur le Président, cher Jean Léonce, toujours un bonheur de vous retrouver. Ça nous manquait de nous retrouver. Je voudrais vous dire, chère Sonia, Madame la sénatrice... Oui, non, Hervé, s'il te plaît, je parle. Ne va pas nous inventer des histoires qui pourraient nous compromettre. Je voulais vous dire, chers amis,
Combien j'étais contente de pouvoir vous retrouver ici ce soir à Bayeux. Je sais qu'on est vendredi soir, que vous avez 1000 autres choses à faire. Et votre présence ici ce soir, à côté de nous, cher Hervé, à côté de l'ensemble des colistiers et colistières de la liste du département du Calvados que je suis fière de porter avec Rodolphe Thomas, que j'excuse parce qu'il a une réunion ce soir à Hérouville-Saint-Clair. Je voudrais vraiment vous dire que ça fait plaisir de se retrouver physiquement ensemble et que votre présence nombreuse marque votre intérêt pour votre région. Et au moment où le politique, où la parole publique est de plus en plus dévoyée, pouvoir compter sur des citoyennes et des citoyens comme vous, attentifs, engagés, posés sur des valeurs, eh bien, ça donne du sens. Ça donne du sens à ce que nous allons proposer pour la Normandie, pour qu'elle continue sa belle mue. Tu l'as dit, Patrick, nous avons fait beaucoup grâce à l'impulsion d'Hervé Morin. Eh bien, ça donne du sens à ce que nous faisons dans notre engagement sur nos territoires. Et c'est ça, certainement, mesdames et messieurs, qui fera la différence. D'abord, dans l'approche que nous avons d'un mandat, parce que j'aimerais dire à nos détracteurs qu'ils ont dû être un peu trop éloignés des affaires régionales pour se rendre compte de tout le travail qui avait été fait pendant ces 5 années au sein de cette belle région, sur des compétences majeures pour votre quotidien, le développement économique, la préservation de l'emploi, l'enseignement, la formation professionnelle, la recherche, le développement, les transports, les lycées, l'économie sociale et solidaire, bref, tout ce qui fait le sel d'une vie territoriale partagée. Ils ont dû quand même rater quelques épisodes pour pouvoir, sans aucune bonne foi, eh bien, rédiger de tels documents que je vois circuler, chers amis, ces dernières semaines. Alors, merci pour votre présence aujourd'hui. De la même manière, je voudrais vous dire que je suis fière d'abord de la confiance que m'a accordée Hervé Morin, parce qu'on a eu la capacité de faire, on a eu l'opportunité de proposer, on a eu l'audace d'innover en matière de politique publique pour porter plus loin et plus fort cette région normande. Et j'ai eu le plaisir de le faire en charge du développement économique pendant ces 5 années, à la fois dans une formidable période de croissance, parce qu'on s'en est donné les moyens, Hervé, en transformant un système économique favorable au développement de l'emploi et à son maintien, avec un système simple, simplifier la vie du dirigeant d'entreprise, un guichet unique, une augmentation des budgets substantielle, et puis suivre des dispositifs d'évolution toute la vie de l'entreprise. Ça, c'était la première étape. Et puis aussi, comme vous, comme chacune et chacun d'entre vous, et les acteurs économiques ici à Bayeux, je sais que dans le Bessin, vous souffrez énormément parce que vous avez une multitude d'activités économiques impactées. On a résisté. Comme nous l'avions fait pendant 4 ans, nous avions co-construit des dispositifs pour développer l'économie normande, ici sur le territoire et à l'international. Et bien avec l'arrivée du Covid, nous avons été des copartenaires en responsabilité, des copartenaires de l'État quand il fallait l'être, des copartenaires avec les collectivités territoriales quand il a fallu, cher Jean Léonce, eh bien, aider les dirigeants sur chacun des secteurs économiques de ce territoire, les commerçants, les artisans, chacun à notre façon, mais de façon complémentaire. Et c'est ça la force de la Normandie conquérante. C'est la co-construction des politiques publiques, c'est le fait de les porter toujours dans l'intérêt général en co-construisant avec les territoires eh bien, une ambition partagée et surtout des solutions concrètes. Et quand je vous parle de solutions concrètes, eh bien, je vais vous parler des emplois sauvegardés en Normandie et dans le département du Calvados. C'est plus de 3600 entreprises qui ont été accompagnées en région Normandie. C'est plus de 5000 emplois qui ont été sauvegardés grâce au dispositif ARM de soutien aux entreprises en difficulté sur votre territoire, mesdames et messieurs. Ça, c'est du concret. C'est de l'action territoriale. C'est aussi les agriculteurs qui sont nombreux sur ce territoire du Bessin et qui ont besoin de nous pour les aider dans leur mutation, leur transformation. Et Hervé, avec Cédric Nouvelot, nous en avions rencontré ensemble, qui portent de belles perspectives d'avenir eh bien, pour l'agriculture normande parce qu'ils imaginent et ils expérimentent des nouveaux process de développement de leurs modèles économiques, sur le bio bien évidemment. C'est plus de 1500 jeunes que nous avons accompagnés sur leur transition dans leurs exploitations. Et puis bien évidemment sur de nouvelles protéines qui font aussi l'avenir d'un secteur qui est cher à votre cœur ici, c'est l'agroalimentaire. Alors ce sont des entreprises que nous avons soutenues, Frial, tu y étais tout dernièrement, c'est aussi Factem dans l'industrie aéronautique, une pépite ici à Bayeux, c'est Isigny que nous visitions tout à l'heure, que nous soutenons Hervé dans leur formidable process de développement sur le lait infantile. C'est autant de forces qui viennent s'ajouter au potentiel du territoire de Bayeux et du Bessin tout entier. Cher Hervé, je voudrais te dire que cette équipe qui est ici dans le département du Calvados, mais comme elle l'est dans chacun des 5 départements de la Normandie,
c'est une fierté partagée parce que vous avez des candidats qui sont investis dans leurs responsabilités professionnelles, notamment dans le domaine du secteur de la santé. Je sais que c'est important aussi ici à Bayeux. Ils ont pris un risque, ils sont dans les laboratoires biologiques, ils sont professeurs de chirurgie, ils sont pharmaciens, ils s'impliquent à nos côtés parce que la santé sera et est une des priorités que nous portons dans notre projet. C'est aussi des hommes et des femmes engagés dans l'économie industrielle qui est une force normande. Et Cédric, tu connais par cœur ce secteur sur l'aéronautique, bien évidemment. C'est aussi des personnes qui sont innovantes parce qu'elles portent en tant que chefs d'entreprise des valeurs non seulement de développement et de croissance, mais de responsabilité sociale d'entreprise. Je pense à toi, Fabien, sur l'économie circulaire, le modèle que tu développes, parce que tu portes avec toi un entrepreneur qui véhicule des valeurs favorisant le travail pour les personnes en situation de handicap. L'économie circulaire, nous avons de plus en plus d'enjeux sur les déchets issus nous-mêmes de notre propre consommation. Et ce sont des modèles innovants que nous portons pour une Normandie à vivre, cher Hervé, une Normandie durable et humaine. Et je sais que les élus qui sont ici ce soir, et je voudrais remercier Patrick Tomine, il a dû partir tout à l'heure, je lui souhaite aussi le meilleur pour son élection les 20 et 27 juin prochains. Ce sont des valeurs que nous portons collectivement dans nos territoires. Avec toi, cher Olivier, dans Normandie, Cabourg, Pays d'Auge, nous avons cette volonté d'avoir des politiques transversales publiques partagées qui portent un projet cohérent à chacun des échelons d'intervention que nous avons. Alors tout ça, c'est du concret. C'est du concret, mais on fait aussi un peu de politique, de la belle politique. Parce que d'abord, la Normandie, nous l'aimons, nous l'avons voulu, nous l'avons portée, nous l'avons réveillée, nous avons travaillé pour elle. Et la Normandie, mesdames et messieurs, elle se mérite. Ce n'est pas un jouet électoral. C'est quelque chose qu'on construit, qu'on porte quotidiennement dans son travail au service des Normandes et des Normands. Alors pour cela, je vous demande les 20 et 27 juin prochains, parce que vous aimez votre territoire, parce que vous êtes fiers de cette belle identité normande retrouvée, eh bien de vous mobiliser à nos côtés, de faire en sorte que nous puissions porter encore plus loin et plus haut les couleurs de la Normandie. Je vous remercie. Soutenez-nous. Merci Sophie. Merci pour tes mots. Nous allons maintenant laisser le pupitre à celui qui a été aussi maire de Bayeux il y a déjà quelques années. Il est président du département du Calvados, Jean-Léonce Dupont. Bien. Merci Hervé. Bonsoir à tous. Je m'associe évidemment aux mots de Patrick, aux mots de Sophie, pour vous dire le plaisir d'être à nouveau ensemble. Nous sommes, vous savez, ce pays en réalité situé géographiquement entre l'Europe du Nord et l'Europe du Sud, et nous partageons en fait un certain nombre de caractéristiques des deux, et nous avons notamment ce côté latin qui fait que nous aimons échanger, nous contacter, et d'avoir déjà au moins le contact et l'échange du regard est évidemment quelque chose d'essentiel, puisque avec le regard, on peut même derrière un masque faire passer un certain nombre d'émotions, de ressentis, de confiance partagée. Et donc oui, c'est agréable d'être à nouveau ensemble ce soir. C'est un moment évidemment un peu particulier. Alors si je devais effectivement reciter des auteurs, alors pour tout vous dire, c'est vraiment pour expliquer les propos de Patrick, quand j'étais lycéen à Bayeux et que notamment j'avais les épreuves de philo, j'avais compris que quand on mettait quelques citations, en général, c'était assez bien perçu. Mais j'avais quand même déjà une petite démarche critique et de temps en temps, je ne résistais pas effectivement à quelques effets. Et un jour, j'avais dit, et comme aurait dit un moderne, il est des cas perplexes où la nature humaine obtempère à des contingences qui, bien qu'aléatoires, ne revêtent pas moins un caractère intrinsèque. Je ne vous raconte pas l'interrogation de l'enseignant correcteur qui m'a dit « C'est qui le contemporain ?» Et effectivement, c'était Achille Talon.
Comme quoi, on peut être sérieux, mais quand même avoir un certain recul sur un certain nombre de choses. Et donc, ce moment que nous vivons, je dirais qu'il est, à mon avis, à la fois difficile, il est intéressant, il est risqué. Il est difficile parce que, évidemment, la crise dont on peut espérer peut-être commencer à voir le bout du tunnel, la crise que nous avons vécue bouleverse beaucoup d'équilibres économiques, d'équilibres sociaux, d'équilibres psychologiques, et probablement depuis plusieurs siècles, c'est-à-dire notamment depuis les épidémies de la peste, je crois que notre pays n'a jamais traversé d'équivalent. Il a connu d'autres épreuves, évidemment, au travers des guerres mondiales, et nous sommes bien placés sur ce territoire de la liberté pour savoir ce que cela signifie. Mais cette crise, elle est bouleversante. Et nous n'avons d'ailleurs pas, les uns et les autres, encore mesuré l'ensemble des impacts et des bouleversements qui vont rentrer en ligne de compte. Nous le savons bien, c'est le rapport au travail qui est en train de changer. Nous le voyons bien, c'est la fascination de nos élites technocratiques sur la métropolisation du pays qui en réalité est remise en cause. Ça fait plus de 20 ans qu'on nous explique que hors métropole, point de bonheur. Et comme par hasard, la crise du Covid arrive et les habitants de nos métropoles, quand ils le peuvent, n'ont qu'une seule envie, quitter les métropoles et voir la richesse, la diversité, le confort de nos territoires dans lequel, objectivement, il fait, quand on regarde bien et quand on compare, il fait si bon vivre. Et comprendre que, notamment par rapport à un certain nombre d'évolutions technologiques, nous avons effectivement capacité à vivre de façon heureuse, épanouie, pourquoi ne pas oser dire harmonieuse. Donc tous ces bouleversements, ils sont devant nous. La période est une période difficile. C'est une période intéressante. C'est une période intéressante parce qu'en réalité, on est confronté à des évolutions assez extraordinaires. Révolution du numérique. Quand je dis évolution, il y a à la fois, vous savez, toujours le sentiment de, à la fois beaucoup d'espoir et beaucoup de crainte. Mais quand on parle numérique, nous savons qu'il n'y a pas une activité, qu'il n'y a pas un métier qui ne va pas être bouleversé par la généralisation, par le développement du numérique, et je pense évidemment notamment à l'intelligence artificielle. Pas une seule activité. Et donc c'est à la fois grisant, passionnant, mais naturellement, nous devons être à l'écoute de tous les questionnements qui sont posés ici et là, et de la façon dont collectivement et intelligemment, nous allons avoir capacité à faire les transformations pour pouvoir effectivement intégrer les effets bénéfiques de ces bouleversements. Et puis il y a un autre bouleversement qui est important, qui est le bouleversement sur notre approche de l'environnement. Je crois pouvoir honnêtement dire qu'il n'y a pas de catégorie de la population qui aujourd'hui ne soit pas sensible à la problématique de l'environnement. Vous savez, quand j'étais jeune, c'est-à-dire hier, peut-être avant-hier, je me souviens quand on parlait de l'Amérique, c'était très loin. Et encore dans notre tête, c'était la côte Est. Quand on parlait de la côte Ouest, c'était un autre monde. Quand on parlait de l'Asie, on se disait qu'il fallait un temps phénoménal pour pouvoir y aller. Je crois que l'ensemble de nos populations ont bien compris que nous sommes aujourd'hui dans un monde qui est un monde fini. Et que l'action qui est la nôtre, eh bien, c'est une action évidemment qui a un effet immédiat sur le présent, mais que naturellement, c'est une action qui aura des conséquences pour les générations à venir. Et nous avons donc, nous partageons tous ensemble cette responsabilité de vivre le mieux possible le présent, mais naturellement de ne pas hypothéquer l'avenir. Donc c'est effectivement une période difficile, intéressante, mais j'ose le dire, risquée. Elle est risquée parce que les élections qui sont devant nous, les élections régionales et les élections départementales, ce sont des élections territoriales. Mais il ne vous a pas échappé qu'un certain nombre d'acteurs, en particulier médiatiques, veulent en faire, et particulièrement pour les régionales, en réalité une préfiguration de mouvements nationaux de l'année prochaine. Et derrière, évidemment, cette interprétation et ce jeu de ces acteurs, notamment médiatiques, on voit bien qu'un certain nombre aimeraient que se mettent en place des dynamiques
qui permettrait d'alimenter ces médias au moins pendant 1 an et leur permettre de répondre à leur modèle économique. Et derrière ça, on a objectivement un certain nombre de risques et il faut que nous y soyons sensibles et il faut que nous comprenions notre responsabilité partagée. Vous avez, rappelez-vous des dernières présidentielles, un risque des insoumis qui sont toujours fascinés à la fois par Cuba et le Venezuela, qui rêvent de création de minorités opprimées nouvelles, fussent-elles venues de pays très différents, pour faire en sorte qu'effectivement, elles puissent disposer d'un potentiel électoral. Nous avons un risque d'un parti qui s'appelle le Rassemblement, dont, essayant de surfer sur un certain nombre de problématiques réelles qui tiennent tant à la sécurité qu'à la justice, essaye donc de surfer pour pouvoir accéder aux responsabilités. Imaginez-vous un seul instant la politique économique qui serait menée s'ils étaient en charge des responsabilités de territoires importants et a fortiori des responsabilités demain de la nation. Et puis, vous avez un risque d'un certain nombre d'acteurs que j'ose appeler les ayatollahs de l'écologie, car autant, vous avez bien compris, nous sommes tous responsables de l'environnement et nous travaillons tous, que ce soit la région, que ce soit le département, que ce soit les intercommunalités ou les communes, nous travaillons pour mettre en place des politiques, mais notre vision, évidemment, n'est pas du tout la même. Je crois que nous ne partageons pas la vision, vous savez, culpabilisante, autoflagellante, punitive. Nous sommes au contraire pour démultiplier les actions et nous savons que la créativité humaine a des ressources totalement inexploitées qui vont réellement, dans le jeu de tous les acteurs, changer notre environnement demain et faire en sorte qu'effectivement, nous puissions intégrer ce que je disais tout à l'heure, notre responsabilité vis-à-vis des générations à venir, mais qui soit dans la réalité d'une vie d'aujourd'hui acceptable, ce qui n'exclut pas un certain nombre de transformations. Donc nous avons effectivement l'ensemble de ces données. Et c'est pourquoi, à ceux qui se poseraient la question « pourquoi continuer à nous faire confiance ?» Eh bien, il faut continuer à nous faire confiance parce que, je crois, nous partageons, Sophie le disait, un certain nombre de valeurs. Parce que, je crois, nous l'avons démontré, je regarde Patrick, je regarde Hervé, nous avons démontré que nous sommes des élus responsables, nous sommes des élus sérieux, nous sommes des élus qui sont capables de prendre des décisions. Nous sommes des élus qui, quand l'État travaille bien, sommes capables de le dire, mais quand l'État n'est pas au maximum de sa forme, nous sommes en capacité d'échanger et d'essayer de faire en sorte que les choses s'améliorent. Et puis surtout, je crois, nous sommes les conciliateurs d'une dimension profondément humaniste, mais de la recherche permanente de l'efficacité. Alors, je crois que nous nous battons, et quand je nous regarde tous ici, nous nous battons pour une société de solidarité, nous nous battons pour une société d'équité, nous nous battons pour une société de liberté. Et vous pouvez vous dire, ce sont des mots. Non. Patrick, Sophie ont donné déjà un certain nombre d'illustrations, d'exemples très concrets. Mais sur le champ de la solidarité, qui, vous le savez, est une compétence profondément départementale, qu'il s'agisse des personnes ou des territoires, ce ne sont pas des mots. C'est une réalité. Dans la crise Covid que nous avons traversée, nous nous sommes dit qu'effectivement, nous avions des risques, à la fois de décrochage de territoire ici et là, et à la fois de décrochage de population. Nous avons décidé en quelques jours, en quelques semaines, de mettre un plan de relance sociale et économique qui, objectivement, n'a pas d'équivalent sur l'ensemble des départements de la métropole. 16 millions d'euros au travers d'opérations de chèques solidaires Calvados pour des populations, y compris les travailleurs indépendants, souvent oubliés de beaucoup de dispositifs. Ici, des soutiens, en complément de ce que faisait la région, bien sûr, à la culture, au monde sportif, aux collégiens. Un tiers des collégiens du Calvados sont des élèves boursiers. Nous avons majoré de 50% les bourses.
Nous avons fait des aides particulières aux étudiants parce que nous savons notamment qu'un certain nombre d'entre eux n'avaient plus les petits jobs d'appoint qui leur permettaient d'assurer la continuité de leur suivi universitaire. Et avec le Crous, nous avons mené des opérations de solidarité. Vous le voyez, la solidarité, ça n'est pas un vain mot. Et si tous les départements avaient fait la même chose, c'est 2,5 milliards d'euros qui auraient été effectivement distribués pour faire cette relance sociale et économique. Pourquoi économique ? Parce que dans le système que nous avons mis en place de chéquier solidaire, eh bien, il faut savoir que 95% des chèques sont consommés dans le département d'origine. Et donc en réalité, en aidant les personnes, vous aidez également un certain nombre d'acteurs économiques. Sachez, quand on a projeté cette politique, on estimait qu'on pourrait avoir entre 10 000 et 12 000 personnes. Au bout du bout, c'est 20 000 personnes qui ont bénéficié de ces chéquiers solidaires. Et je le dis parce que je crois que c'est également dans les gènes de notre famille de pensée et d'acteurs politiques. Nous l'avons fait en mettant la collectivité en agilité et en réactivité que, me semble-t-il, pas beaucoup sont en capacité de faire. Et je vous donne juste une illustration. 20 000 bénéficiaires, c'est en réalité, en l'espace de 5 semaines, à peu près 35 000 appels téléphoniques. Eh bien, j'avais un musée départemental, qui est le musée de Vieux-la-Romaine, qui était fermé. Nous avons récupéré les personnels, nous les avons formés pour être centre d'appel, et sur quelques semaines, ils ont été le centre d'appel qui ont réceptionné les 35 000 appels et qui ont abouti aux 20 000 chéquiers solidaires distribués. C'est ça la réactivité. C'est ça l'intelligence, c'est ça la capacité de gestion de proximité. Et tout ce que je vous dis, nous le faisons, et je crois que là encore, c'est une caractéristique de notre famille de pensée, nous faisons cette solidarité en ne la payant pas à crédit, en ne la transférant pas sur les générations à venir. Nous le faisons en couvrant intégralement les dépenses et dans le même temps, en ayant par le sérieux de gestion auquel il était déjà fait référence et par Patrick et par Sophie, en maintenant un niveau d'investissement et en atteignant un niveau d'investissement de la collectivité départementale qui n'a, pour l'instant, jamais été atteint. Donc quand je dis nous sommes des élus sérieux, nous sommes des élus en capacité de faire, nous ne sommes pas dans la démagogie de l'instant, mais nous savons quand il le faut pour les personnes être solidaires, concrètement, nous le démontrons. Et la solidarité aux personnes, elle est aussi dans la solidarité au territoire. Je ne vais pas vous assommer de tout ce que nous faisons. Je pourrais parler de ce que nous finançons avec la région, du déploiement d'un réseau de très haut débit qui, aujourd'hui, dans la région normande, est le plus avancé dans le Calvados. Ce n'est pas fini, mais c'est le plus avancé. Mais je voudrais simplement, pour ceux qui ne connaîtraient pas, j'imagine qu'ils sont peu nombreux, vous dire juste un petit mot de ce qu'on appelle, vous savez, les points info 14. Au début des années 2000, un certain nombre d'élus départementaux se sont dit il y a des évolutions qui sont en cours et nous allons avoir ici des reculs de services publics et donc une rupture territoriale, là, des personnes qui, au travers de la transformation numérique, ne seront pas en capacité de pouvoir répondre à des imprimés administratifs parce qu'ils n'ont pas la capacité, objectivement, d'être sur les outils contemporains. Et de cette analyse-là, nous nous sommes dit on va tenter une expérience et si ça marche, on va la généraliser. Et c'est ce que nous avons fait avec le premier point créé en 2000 à Évrecy. Et aujourd'hui, vous avez une couverture, un maillage départemental d'une quarantaine de points Info 14 qui font que normalement, vous n'avez pas un habitant à plus de 15 minutes d'un point Info 14. Nous avons plus d'une vingtaine de partenaires. Et nous sommes aujourd'hui, sur l'année 2020 qui vient de se terminer, nous sommes le département qui, labellisé maintenant France Service, a eu le plus grand nombre de visiteurs, avec nos à peine 700 000 d'habitants. Le Calvados est celui qui, dans les espaces France Service, a eu le plus grand nombre de visiteurs. Et nous en avons eu 80 000. Et nous avons résolu et accompagné 120 000 dossiers posés par les habitants de tous les territoires, urbains et ruraux, que nous avons réellement pu accompagner. Et pour aller encore plus loin, d'ailleurs, dans cette politique, je suis en train de mettre en place, avec l'aide de l'État, un système de 23 coordinateurs numériques, c'est-à-dire en fait, en les répartissant sur l'ensemble des points Info 14, pratiquement à mi-temps dans chaque, des personnes spécialisées dans l'accompagnement numérique. Alors, on sort pour un certain nombre d'entre nous, je pense, de la déclaration fiscale.
vous savez donc les uns et les autres, le bonheur partagé que nous pouvons avoir, le cheminement toujours extraordinairement simple que nous pouvons réaliser, et vous imaginez bien qu'un certain nombre de personnes sont en grande difficulté, eh bien nous avons capacité à accompagner encore mieux demain déjà que de ce que nous faisons aujourd'hui. Je le disais, solidarité au territoire, solidarité aux personnes, juste 2 illustrations pour vous démontrer, me semble-t-il, ce qui ressort des valeurs que nous partageons dans notre famille de pensée. Et naturellement, je ne vais pas revenir sur tous les propos élogieux qui ont été tenus sur Hervé, parce que je sais que sa modestie en souffrirait trop. Mais je crois quand même que chacun peut reconnaître l'extraordinaire énergie qui est la sienne et sa volonté profonde, sincère, d'incarner la Normandie et de mettre ce territoire historique, culturel, exemplaire dans un mouvement de dynamique efficace. Mais ça ne surprendra pas Hervé. Je lui dirai que naturellement, je continuerai à être un vigile, un veilleur sérieux de l'équité des territoires. Parce que c'est quelque chose, il le sait, auquel je suis extraordinairement sensible. Et je le dis vraiment sans du tout vouloir agresser qui que ce soit, mais je trouve un parallélisme des formes sur ce point total entre une intercommunalité et une région. Il ne faut pas qu'il y ait à un endroit une partie d'un territoire ou d'un groupe de personnes qui ait un sentiment d'injustice. Et c'est tout à fait important parce que si on laisse faire des choses de ce type, on le paye toujours à un moment donné en boomerang. Et donc par rapport à notre territoire normand qui est riche, du mont Saint-Michel à Fécamp, d'Alençon à Rouen, ce territoire qui est extraordinairement riche, il ne se résume pas à l'axe Seine. L'axe Seine est fondamental. L'axe Seine est structurant pour le territoire, pour la métropole internationale qu'est la ville de Paris et dont nous aspirons tous ensemble à ce qu'elle se développe. Mais l'axe Seine n'est pas toute la Normandie. Elle est essentielle à la Normandie, mais elle n'est pas toute la Normandie. Et donc, je le dis avec force, je le dis avec conviction, et je le dis bien entendu avec le sentiment certain d'être toujours écouté, je le dis, l'axe Seine ne résume pas la Normandie, et nous serons effectivement vigilants sur l'ensemble de ce qui se passera. Vous avez d'ailleurs noté que j'utilise plus le mot d'équité que d'égalité. Je crois totalement à l'égalité des droits, mais je ne crois pas à l'égalité des situations. Je pense par contre qu'il faut une recherche permanente de l'équité, et pour moi l'équité, c'est en fonction des capacités des acteurs, c'est-à-dire du capital humain, des moyens financiers, aider un territoire, une communauté à être en capacité de tirer le meilleur de ce qu'elle peut apporter. Et quand on est dans cette capacité d'accompagnement, alors effectivement, on a une démarche équitable. Et puis naturellement, et ça ne surprendra toujours pas Hervé, je serai évidemment très sensible, vous savez, à ce beau principe, pas toujours bien compris, qu'est le mot de subsidiarité. Pourquoi j'y crois beaucoup ? Parce que je pense que beaucoup de responsables publics que nous sommes ont été élevés, éduqués dans une culture qui est une culture de pouvoir. J'ai un pouvoir, si j'ai encore plus de compétences, j'aurai encore plus de pouvoir. Et moi, je pense qu'il ne faut pas confondre pouvoir et puissance. Et puissance du territoire et de la communauté humaine dont nous avons la responsabilité. Et pour que la communauté et le territoire humain dont nous avons la responsabilité soient puissantes, ce n'est pas le pouvoir qui est important, c'est l'exercice dans une vision de subsidiarité de la meilleure efficacité d'organisation des compétences des uns et des autres et de se considérer tous comme des partenaires. C'est évidemment, en tout cas, ce que je souhaite que nous puissions continuer à avoir aujourd'hui et encore plus, naturellement, demain. Alors voilà, pour toutes ces raisons, je crois, nous avons besoin du renouvellement de votre confiance. Et dans le contexte très particulier de cette élection très particulière, de votre capacité à parler, à échanger autour de vous, pour qu'effectivement cette confiance soit le plus largement partagée. Alors ici, nous sommes à Bayeux, nous sommes dans le Bessin, nous sommes au cœur du Bessin,
Et je crois que nous avons l'opportunité de vivre, Patrick et moi, une relation assez exceptionnelle. Assez exceptionnelle parce que c'est une relation qui est basée sur une totale confiance, qui est basée sur une totale loyauté et qui est basée, je crois, sur une amitié vraie. Je dis amitié vraie, alors vous pouvez vous dire, l'amitié, ça suffit. Oui, mais vous savez, quelquefois, les mots sont un peu galvaudés. On a vu dans la sphère publique des amis de 30 ans qui, à un moment donné, vivaient un moment difficile de leur relation. Donc je le dis vraiment, nous avons vraiment une amitié, une confiance, une loyauté totale. Et je crois qu'en réalité, c'est une chance pour ce territoire. C'est une chance assez phénoménale. C'est une conjonction astronomique des planètes qui fait qu'effectivement, nous avons capacité, vu les responsabilités qui sont les nôtres, de porter haut, dans l'équilibre respecté de tous les autres, les couleurs, les envies, l'ambition de notre territoire. Et puisqu'il m'a incité, c'est vrai pour la région, c'est vrai pour Hervé, mais c'est vrai aussi pour le Bessin et pour Bayeux, c'est d'être dans une position d'humilité, au sens de saint Thomas d'Aquin, qui disait « L'humilité, c'est d'être à sa vraie place, même si c'est la première ». Bonne soirée à tous. Jean-Léonce Dupont, président du département du Calvados, merci. Et pour continuer, avant-dernière intervenante avant Hervé Morin, elle est sénatrice du Calvados. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir à Bayeux Sonia de la Provoté. On me dit en régie qu'il faut faire plus court. Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Je vous rassure, je vais faire plus court. Ça, c'est pas pour autant que ça aura moins d'intérêt, mais donc, Monsieur le Maire, cher Patrick, qui nous accueille aujourd'hui, et vous avez bien compris que Bayeux est une ville qui m'est chère, pas pour les mêmes raisons que Jean-Léonce. Il y a un certain nombre de personnes présentes ici, mais je m'y sens toujours bien et toujours bien accueillie. Et puis, elle est une richesse pour notre département, on le sait tous. Monsieur le Président du Conseil départemental, cher Jean-Léonce, président du Calvados, un département qui, vous l'avez bien compris, fait tant pour l'identité normande et l'image de la Normandie. Mesdames et messieurs, les élus, chers amis, les maires, tous présents ici, conseillers départementaux que je connais, cher Hervé, chère Sophie et toutes celles et ceux ici présents à Bayeux, candidates et candidats pour la liste « Vivre la Normandie », parce qu'à un moment, il faut qu'on revienne aux fondamentaux. Donc, c'est la liste « Vivre la Normandie ». Alors que les choses soient bien claires, vous avez vu, je suis corporate, je suis habillée aux couleurs de la Normandie. Bon, c'est pas forcément une coquetterie, même si je suis assez coquette, ou par goût des couleurs vives, encore que, les gens qui me connaissent le savent. Mais c'est parce que ces couleurs du drapeau normand et de la Normandie, elles sont celles de votre liste à tous, celle de ta liste Hervé et celle de ta liste Sophie. Et puis tous ceux que je connais ici, je fais un petit clin d'œil à Aristide et Linda, évidemment vous comprendrez pourquoi. Et vous tous ici présents qui êtes là pour porter haut les couleurs de notre région. Pour vivre la Normandie, parce que ça ne se décrète pas, il faut l'aimer, travailler pour elle, la défendre, comme on dit, il faut en être de la Normandie. Voilà déjà un mandat, Hervé, que tu portes cette fierté normande avec celles et ceux qui t'ont accompagné dans cette belle aventure pour construire notre région qui avait besoin d'être construite, lui redonner sa cohérence, en faire une identité, une force, bref, un atout incontournable pour la France et pour le monde entier, j'oserais dire. La liste Vive la Normandie porte cette même ambition, celle d'une Normandie rassemblée, et c'était pas facile de transformer la frontière en couture.
celle qui est forte de la diversité de ses territoires, de ses talents, de sa filière économique, comme l'a si bien exprimé Sophie, de ses champions, de son agilité, de son sens de l'innovation, de sa bienveillance et son sens de l'accueil. Une région qui a su réconcilier la terre et la mer. Et c'était, mine de rien, un défi aussi pour les Normands de tourner à nouveau leurs yeux vers l'horizon. Une région qui fait de ses incroyables atouts culturels et historiques, comme ça l'a été si bien rappelé, et ce n'est pas la Canaise qui va dire le contraire, bien sûr, ni Patrick, du reste, monsieur le vice-président, comme tu l'as si bien dit, qui fait donc de ses atouts culturels hors normes, qu'on parle de patrimoine, de création, des outils formidables de rayonnement. Et oui, si la Normandie est attractive, si elle est en haut de tous les classements, si elle est trust presque, on pourrait dire ça, en si peu de temps quand même, c'est bien parce que tout le travail entrepris et tout le projet qui est proposé pour cette élection sont autant de signaux qu'ici en Normandie, on est non seulement bienvenu, mais on y est accueilli et soutenu. Et c'est ce message-là que vous avez réussi à transmettre au bout de ces années de travail pour la région Normandie. Par chez nous, on dit, chez nous, il y a les diseux, il y a les faiseux. Cette liste, elle est celle des faiseux. Parce que pour vivre la Normandie, il faut avant tout la faire. Voilà, c'est un principe de réalité, un principe de bon sens, un principe des territoires qu'il ferait bon parfois d'être un petit peu plus pratiqué à l'échelon supérieur, je dirais là-haut, plus là-haut. Ce qui est bien, Hervé, c'est que tu as transformé les Normandes et les Normandes, très faiseux et aussi très taiseux, en diseux. Et ça fait du bien aussi qu'on puisse en parler de notre Normandie. On avait du mal à mettre les mots, on avait du mal à être fiers, on avait du mal à mettre en avant nos atouts, croyant qu'on sortait les paillettes, alors qu'en réalité, la lumière était réelle. On en parle avec fierté désormais de notre Normandie. C'est non mesurable, non quantifiable, mais en réalité, c'est énorme. On a brisé la carapace et tu y as beaucoup contribué. Vous y avez beaucoup contribué. Vous l'avez compris, bien sûr, pour les élections, j'ai aucune hésitation. C'est la liste Vivre la Normandie, emmenée par Hervé, Sophie, Rodolphe et tous ceux qui sont là que je choisis. Elle me ressemble, cette liste. La Normandie qu'elle porte est celle que j'aime. Même l'axe Seine va jusqu'à Caen-Ouistreham. Alors pensez donc, c'est dans le programme. Je l'ai lu, le programme. Et puis, quand on regarde ailleurs, entre les voraces, les coriaces, celles et ceux qui cherchent à se faire un nom à défaut d'agir et d'être capables, ou font de la région une arrière-boutique politique en vue d'une élection à venir, avec des attelages improbables et d'ailleurs de plus en plus improbables au fur et à mesure du dévoilement des listes. Franchement, ça fait quand même du bien de vous savoir à nos côtés et de vous savoir engagés, parce qu'avec vous, c'est simple, le message est clair, l'attelage est clair et les gens sont honnêtes face à leurs engagements. Alors voilà, tout simplement, je vous le dis, je veux continuer à vivre la Normandie avec vous. Hervé, Sophie, tous ceux qui sont là, je ne vais pas me lancer dans les noms parce que je les connais tous, mais je ne vais pas le faire. On m'a dit de faire court, mais le cœur y est vraiment, sachez-le tous, personnellement. Vivre la Normandie avec vous, c'est une aventure. L'aventure, elle est belle, elle est réussie. C'est une Normandie rassemblée dont nous avons besoin et nous devons continuer encore plus à la rassembler, à la traiter avec équité, quel que soit le territoire qu'on considère et que l'on regarde. Et ça aussi, vous avez réussi à le mettre en place. Mais avant, il faut gagner. Voilà, il faut gagner, et gagner, c'est se mobiliser. Alors moi, je vous demande de vous mobiliser, mobilisons-nous, mobilisons autour de nous, pour qu'on remporte cette victoire, alors pas un peu, qu'on la remporte vraiment, parce que tous ceux que j'ai cités avant, ça serait bien qu'on leur transmette ce message-là maintenant, pour l'avenir, et puis aussi pour mettre un petit peu au propre les valeurs politiques sur lesquelles notre pays doit fonctionner.
Remportons donc cette victoire pour continuer à vivre la Normandie conquérante, car elle est restée conquérante. Et bien voilà, je voulais juste vous dire que j'étais très heureuse de vous soutenir, très heureuse que vous soyez là. Et juste vous dire qu'on se met tous au boulot, et vous aussi, hein, au boulot, toutes et tous, et Diexai, comme dirait un ancêtre lointain, mais si proche de nous dans les idées. Il est le président de la région Normandie. Il est candidat à sa succession, Hervé Morin. Bien. Bien. Je vous promets, je ne vais pas faire plus d'1 heure. Simplement vous dire merci d'être présent. On n'avait pas le droit à plus de 90 personnes, donc voilà pourquoi nous sommes dans cette jauge-là, mon cher Jean-Léonce. Mais je suis comme toi, j'ai fait mes premiers meetings en pur virtuel avec simplement 5 personnes dans la salle, parce que je voulais faire le tour de Normandie, comme si le Covid n'existait pas. Et je te jure qu'être juste face à une caméra et faire un discours, c'est un exercice qui n'est pas facile. Et donc, retrouvez vos yeux, et notamment ceux de Sonia, alors là. Et donc, vous dire qu'on est vraiment très content. Je remercie Olivier d'être venu, le président de l'Association des maires du département du Calvados. Vous dire que je ne vais pas dire du bien de tout le monde parce qu'ils sont tous formidables, mais dire à Patrick que vraiment, c'est un super coéquipier. Voilà, c'est un mec qui on peut travailler en confiance, tu l'as dit Jean-Léonce, il n'y a pas de débat, comme je peux dire ça de Sophie, je te le dis tous les jours, hein, donc c'est pas la peine, mais comme on est à Bayeux, et donc voilà, c'est très précieux d'avoir une équipe à la région avec des vice-présidents à qui vous lâchez la grappe, qui font leur boulot, et dans lesquels il y a quelques réunions pour arbitrer les choses, et puis ensuite ça roule, et on n'a pas de doute sur le fait que la ligne de la majorité régionale va être respectée et qu'en même temps le boulot va être fait. Tu vois, hier, j'étais dans la Manche et le matin, on a fait un festival, un concours culinaire avec une quarantaine de très grands chefs. Et on a décidé de porter la région à travers une nouvelle idée qui est celle d'associer des grands chefs et le terroir de la Normandie et les produits de notre pêche. En clair, faire en sorte qu'on puisse valoriser la Normandie, sa gastronomie, la qualité de ses produits, des poissons sur lesquels on a parfois des problèmes de commercialisation parce qu'ils ne sont pas forcément dans le référentiel des consommateurs. C'était autour de la roussette, et avoir un concours culinaire avec 40 grands chefs dont la plupart étaient étoilés. Et le midi, ça se faisait au groupe FIM à Granville. Je ne connaissais pas le directeur du groupe, je n'étais jamais allé dans ce centre de formation. Et le directeur me dit, écoutez, vous savez, j'ai rien à vous demander, je vous dis simplement une chose. Moi, j'en ai vu passer des conseillers régionaux, j'en ai vu passer des majorités régionales parce que je ne suis pas loin de la retraite. C'est la première fois que j'ai une majorité régionale et des conseillers régionaux, lui sur les questions de formation, donc c'était David, avec des gens qui connaissent leur dossier, qui s'impliquent, qui se défoncent et qui trouvent des solutions. C'est vraiment la première fois que j'ai vu ça. Et c'était ça le moteur de notre existence pendant 6 ans. Ça a été de réussir ce que nous avions voulu d'ailleurs souvent, qui est de réunifier cette région pour porter une nouvelle dynamique, écrire de nouvelles politiques et faire en sorte que la Normandie puisse en effet émerger parce qu'elle a en effet tous les atouts pour être une grande région. Et je vais commencer, Jean-Léonce, puisque tu m'y as invité, par l'équilibre. Ça a été, mon cher Jean-Léonce, réellement, notre obsession de tous les matins. J'ai la chance extraordinaire d'être un Haut-Normand qui, lorsqu'il sort du jardin, est en Basse-Normandie. J'ai la chance d'être Haut-Normand, mais d'avoir été au lycée à Caen. J'ai la chance d'avoir un arrière-grand-père qui vivait à Rouen. Et donc, j'ai parfaitement conscience que la réunification de la Normandie, la dynamique liée à la réunification de la Normandie, n'était possible que si on était obsédé par cette idée de ne pas considérer que tout était autour de l'axe Seine.
Ça a été notre obsession. Ce n'a pas été une obsession au sens de saupoudrer, une obsession de ne pas d'abord gâcher notre politique par de mauvais symboles. La préfecture de région est à Rouen. Nous étions engagés durant la campagne électorale que le siège du conseil régional soit à Caen. Le siège du conseil régional est à Caen. 600 fonctionnaires sont à Rouen, 600 sont à Caen. Les directions sont spécialisées. On a fait les économies liées à la réorganisation des services. Mais, symboliquement, le siège de la région est à Caen, même si le principal siège du président et des vice-présidents, c'est leur bagnole, tellement on fait de kilomètres. Le deuxième symbole important, ça a été de dire le président de la région étant considéré comme haut normand, le premier vice-président ou la première vice-présidente, parce que normalement il était logique que ce soit une femme, soit bas normande, c'est Sophie. Si tu veux, je réponds, n'hésite pas. Et donc, deuxième symbole important, c'est que la première vice-présidente soit bas normande. Elle l'était, elle le sera. Après, ils se débrouilleront entre eux, mais il n'y a pas de raison qu'on en change. Ensuite, ça a été de bâtir des politiques dans lesquelles on s'occupait de plusieurs questions d'équilibre. Tu as cité l'axe Seine et le reste de la Normandie, tu as raison. Et nous avons veillé à faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y ait un projet majeur dans la région, à un endroit quelconque du territoire, la région puisse, autant que possible, y mettre sa capacité financière d'investissement ou sa capacité de concourir à telle ou telle infrastructure. Oui, sur l'axe Seine, il y a des projets stratégiques que nous portons parce que l'État ne les a jamais portés, contrairement à ses engagements. La Chatière, la connexion entre la Seine et la mer, permettant d'améliorer le trafic fluvial et de faire en sorte qu'on puisse avoir toute une série de projets industriels. Nous avons décidé de le faire puisque l'État, depuis 25 ans, le promettait et ne le faisait pas. C'est 120 millions d'euros d'investissement. Mais dans le même temps, cher Jean Léonce, quand ton collègue Christophe de Ballor a, avec nous, bâti un projet autour du haras national du Pin, l'ancien haras national du Pin, avec un magnifique projet de développement touristique et de compétition autour du cheval, avec 250 jours de compétition sportive et un projet d'investissement avec un grand acteur du tourisme de plus de 25 millions d'euros pour faire un grand lieu du tourisme nature et du tourisme de luxe, eh bien, la région a été présente. Quand, à Domfront, autour du tourisme médiéval, qui est une des grandes lignes directrices du développement touristique de Normandie, nous avons décidé que Domfront pouvait être une pépite majeure du tourisme médiéval en Normandie. Nous avons été là et nous consacrons entre 15 et 20 millions d'euros dans cette petite ville qui s'était un peu endormie, comme le dit son maire, pour en faire un des hauts lieux du tourisme médiéval, nous l'espérons français. Quand nous avons estimé que le projet que tu défendais, puisque nous l'avions évoqué au moment de la campagne de 2015, autour d'une nouvelle grille d'interprétation de la tapisserie de Bayeux et d'un grand projet muséal autour de la tapisserie de Bayeux, la région a été présente en consacrant près de 7 millions d'euros au financement de ce projet. Et donc, nous avons été partout là où on devait être. Ça, c'est le premier équilibre. Rouen-Caen, ou axe Seine, reste de la Normandie. Nous l'avons été aussi entre les zones urbaines et le monde rural. Quand nous défendons le financement et la réalisation du contournement est de Rouen que nous attendons depuis plus de 50 ans, nous avons été là aussi, Jean Léonce, pour soutenir les départements dans leurs projets de développement et d'installation de la fibre optique sur tout le territoire et même jusqu'à la dernière ferme. Ce projet-là, il était très avancé dans le Calvados parce que vous aviez été dans les premiers à vous y lancer, mais au bout du compte, la région a tout de même accordé aux 5 départements la bagatelle de 250 millions d'euros pour faire en sorte que la Seine-Maritime, dont le déploiement était prévu pour 2035, puisse afficher 2025, l'heure dans le fin fond de la comète à 2035, quand on était au fin fond du monde rural comme chez moi, et aujourd'hui où ça sera terminé courant 2023, et d'aider le département du Calvados, le département de l'Orne,
qui s'est lancé plus tard et pour lesquels on a apporté un concours considérable. Là, on a été là partout où on devait l'être. Et on l'a été à travers le financement des projets pour favoriser le rayonnement, l'attractivité, la qualité de vie de nos compatriotes en zone rurale. Nous avons tout de même financé, mesdames et messieurs, la bagatelle de plus de 1016 projets d'investissement et d'infrastructures, représentant la bagatelle de 540 millions d'euros de financement et dégageant 2,4 milliards d'euros, d'ailleurs, de travaux. Je ne vais pas parler des projets de Bayeux, ils ont été évoqués, mais je prends quelques exemples. Nous avons accordé 140 projets, nous avons financé 140 projets d'équipements sportifs représentant 72 millions d'euros. Mais on ne l'a pas fait simplement à Rouen et à Caen. Quand on est à le complexe Eindhoven, les cours couverts de tennis, nous avons été présents. On a financé des équipements culturels, on a financé 260 projets de centre-bourg. Et quand on est ici dans le Bessin, et qu'on est à Trévière ou à Isigny, on sait que la région a été aux côtés de communes pour favoriser le commerce, l'artisanat et la vie dans le monde rural. Et je pourrais le faire à l'infini. Et donc nous avons été attentifs à cet équilibre-là aussi. Les villes, mais aussi le monde rural, et Jean Léonce a raison, on vit une immense revanche. La revanche post-Covid, c'est la revanche du monde rural et des villes moyennes face à la métropolisation. Et donc on a là un challenge extraordinaire et exceptionnel qui est pour la première fois probablement de nous dire qu'on a renversé la vapeur. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'aujourd'hui 97% des surfaces de la Défense sont vides. Tous les projets immobiliers ont été abandonnés et on est en train de porter tous les sièges sociaux, une idée simple, 2 jours de télétravail, tout le reste ailleurs, ce qui fait que les familles peuvent s'installer ailleurs. Alors, ils ne s'installeront pas naturellement dans les Hauts-de-France, mais ils peuvent s'installer dans le centre Val-de-Loire, dans le Grand Est ou en Normandie. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de pouvoir réagir et faire en sorte que ce soit chez nous que ces cadres, ces ingénieurs, ces professions libérales prennent le chemin de la Normandie et favorisent le développement de notre région. Et là, il y a un enjeu absolument stratégique et majeur pour les prochaines années. Et nous proposerons, et nous avons commencé à proposer d'ailleurs aux intercommunalités et aux communes concernées, Bayeux y participe, de bâtir de réelles stratégies fondamentales d'attractivité. Parce que ce sont des équipements, c'est aussi une offre culturelle, c'est aussi une offre sportive, c'est une offre éducative extrêmement importante pour notamment ces familles. Et c'est bien entendu aussi de donner envie, d'être ambassadeur de son territoire, d'être en capacité de créer un imaginaire autour du fait qu'au bout du compte, c'est plutôt là qu'on va s'installer qu'ailleurs. C'est pour ça que le projet qu'on a inauguré tout à l'heure est formidable. Une école autour de l'animation, une école qui va former entre 15 et 20 collaborateurs des entreprises qui produisent des dessins animés. Ils ont des demandes considérables. C'est un joli projet, magnifique. Ça peut en faire d'ailleurs une pépite en matière de développement. Eh bien, ce projet-là, c'est un projet qui permet en quelque sorte d'écrire une histoire que, en effet, on est entre la modernité et le patrimoine quand on est à Bayeux. Comme on était heureux la semaine dernière d'inaugurer le MOO à Caen, ce nouveau collider d'un forme nouvelle, une espèce de tiers-lieu totalement innovant. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, sur lequel, premier tiers-lieu de ce genre en France, porté par une entreprise normande dont le patron est aussi prof à Stanford. Et il y a là la capacité de bâtir une histoire en disant, voilà, la Normandie se réveille, innove, porte de nouveaux projets. Et on a été sur ce projet des financeurs importants avec l'agglo de Caen. Et donc il y a cet équilibre et ce sentiment et cette volonté de justice. Je revendique, mesdames et messieurs, quelque chose de simple. Nous n'avons fait aucune différence entre les territoires, quelle que soit la couleur politique du patron du territoire. Qu'il soit communiste, de droite, du centre, de gauche, de ce que vous voulez, des Verts, bref,
nous avons toujours considéré que chaque projet, dès lors qu'il avait un intérêt et un impact en matière de développement, eh bien, nous le finançons. J'ai connu, moi, la période tricarde de la Haute-Normandie, et où même, j'entends encore les proviseurs des lycées de mon ancienne circonscription législative me dire « On est heureux que vous soyez président de la région, parce que comme on avait le malheur d'être dans votre circonscription et que vous étiez l'ennemi politique des Fabusiens, eh bien, on était aussi tricard sur les travaux dans les lycées. » Le maire de Forges-les-Eaux, qui était député, n'avait aucun travaux dans son lycée parce qu'ils avaient le malheur d'avoir le député maire opposant au président de la région. Ça, c'était ça, la vie. Eh bien, nous, on a fait l'inverse. Ni plus, ni moins, tout le monde doit être traité de la même façon parce que nos habitants, ce sont des Normands qui méritent la même attention de la région. Et le deuxième équilibre, ou le deuxième élément que je veux citer, c'est la justice au sens de traiter les Normands avec la même équité. Et je prends un sujet, les lycées, lycées publics, lycées privés. Mesdames et messieurs, quand vous étiez en Haute-Normandie, eh bien, la région refusait, alors que la loi l'exigeait, de financer le fonctionnement des lycées privés sous contrat. Nous avions une dette de 42 millions d'euros, qui était d'ailleurs devant le Conseil d'État, que nous avons réglée immédiatement quand nous sommes arrivés, parce qu'on en avait pris l'engagement. Et nous avons même décidé que désormais, dans les limites de la loi, nous participions aux investissements dans l'enseignement privé sous contrat. Nous étions hier à une inauguration d'une maison familiale, d'une extension d'une maison familiale dans la Manche. Eh bien, nous participons et nous garantissons leurs emprunts, comme nous participons aux investissements dans les lycées. Je me souviens être venu à Bayeux à ce titre-là, et garantissons les emprunts. Et à la rentrée prochaine, tous les élèves, tous les lycéens de Normandie auront un ordinateur portable de seconde rentrant au lycée. Nous n'avons pas fait de distinction entre les lycéens du public et les lycéens du privé, ou ceux qui seraient dans une structure de formation diverse ou variée. Ce sont tous ceux qui sont en seconde, et nous le faisons pour tous, 43 000 ordinateurs représentant 20 millions d'euros d'investissement pour lutter contre la fracture numérique et pour faire en sorte qu'on puisse pousser l'innovation pédagogique, l'accompagnement personnalisé. Et donc ça a été vraiment le cadre de l'action de la région pendant ce temps-là. Le deuxième point, et ça a été évoqué par les uns et les autres, nous l'avons fait avec l'idée de porter les couleurs de la région. Nous comporter avec la fierté d'être normands, l'ambition que représente ce territoire exceptionnel, nous comporter comme des Bretons, nous comporter comme des Alsaciens, c'est-à-dire considérer que c'est chez nous que ce qui se fait est le meilleur, considérer que c'est ensemble qu'on est capable de porter le développement, bâtir des réseaux, des solidarités, des filières, porter toujours l'idée de la préférence régionale. Je prends un exemple simple, 98,5% des investissements qu'effectue la région chaque année sont accordés à des entreprises de la région. Tous les architectes sont normands. C'est une consigne qui a été donnée au président de la commission d'appel d'offres. Et savez-vous contre qui nous devons nous battre? Contre les architectes qui sont dans cette même commission d'appel d'offres et qui sont pourtant normands et qui votent toujours pour des parigots. Allez savoir pourquoi. C'est le snobisme extraordinaire de considérer que chez nous, il n'y aurait pas suffisamment de talent pour pouvoir bâtir quelque chose d'excellent ou adapté à ce dont nous avons besoin. Nous le faisons dans les lycées à travers le plan Je mange normand. Aujourd'hui, on mange de plus en plus de produits normands dans les lycées de Normandie. On n'est qu'à 50% parce qu'il y a certains proviseurs ou gestionnaires qui traînent la patte. Il y a aussi des cuistots qui sont plus ou moins volontaires sur cette histoire. Mais il y a certains lycées où on est déjà à 80% de produits normands. Alors ça impose de changer, de faire en sorte que les recettes soient adaptées à la saisonnalité et aux produits du moment. Ça impose de bosser un peu plus sur ces recettes, etc. Mais ça se fait.
Et l'objectif, c'est que nous soyons à 80% de produits normands dans tous les lycées de Normandie. Ce sont des filières courtes, c'est lutter contre le réchauffement climatique, c'est favoriser ceux qui travaillent à côté de chez vous, ça a du sens. Et nous le faisons sur l'idée aussi de porter l'ambition de la Normandie. Mesdames et messieurs, vous ne le savez pas, mais lorsque nous avons été élus, une des premières choses que nous avons faites avec les 5 départements, c'est de dire on va quand même essayer d'avoir un stand au Salon de l'Agriculture qui soit à l'image de ce que représente l'agriculture et l'agroalimentaire normand. On avait un stand minable, on a décidé qu'il fallait qu'on porte le drapeau et qu'on considère que désormais l'agriculture soit à la hauteur de ce qu'elle est au Salon mondial que représente le Salon de l'Agriculture Porte de Versailles. Allez au Salon de l'Agriculture, j'espère qu'il y en aura l'année prochaine, eh bien, vous verrez, on a le plus beau stand. Quand vous allez au CES de Las Vegas, mesdames et messieurs, la deuxième délégation après l'Île-de-France, ce sont des entreprises du digital normande. Le drapeau est planté. Vous allez au salon Made in France, nous avons une délégation des entreprises du patrimoine vivant, de l'artisanat d'art, etc. Bref, et là aussi, le drapeau est planté. Lorsque nous créons le Festival de l'excellence normande, regroupant la totalité de ce qui est d'exception en Normandie, la culture, le développement économique, les laboratoires, les centres de recherche, qu'est-ce qu'on veut bâtir derrière cette idée-là? C'est l'idée toujours de porter la fierté d'être normand. Parce que si nous ne sommes pas nous-mêmes les premiers ambassadeurs de notre territoire, si nous ne sommes pas les premiers à dire qu'on a un territoire d'exception, qui le dira d'autre? Qui d'autre que nous le diront? Et donc, nous avons cherché à chaque fois à porter cette ambition-là, jusqu'à, puisqu'on est tout près de Port-en-Bessin, jusqu'à le faire sur des sujets qu'on a essayé d'aborder. La coquille Saint-Jacques, elle est nettement meilleure, notre coquille Saint-Jacques, que la coquille Saint-Jacques des Bretons et d'Erquy. Tout le monde le sait. Vous êtes d'accord? Bon. Sauf que quand vous allez sur les cartes des restos parisiens, quand il y a de la coquille Saint-Jacques d'Erquy, ils vous mettent coquille Saint-Jacques d'Erquy. Alors ça, déjà, c'est un resto dans lequel je ne vais pas. Mais, non, sérieusement, ça peut m'arriver. Mais au-delà, ce qu'on s'est dit, on a un produit d'exception. Nous sommes le littoral de la coquille Saint-Jacques. Et pourtant, on ne la porte pas comme il faut. Et nous avons créé un événement, bien entendu, là aussi rompu à cause de ce maudit Covid, qui s'appelle la Grande Débarque. La Grande Débarque, c'est quoi? C'est de faire l'équivalent du Beaujolais nouveau sur la coquille Saint-Jacques le jour où, à nouveau, elles sont sur les étals des poissonniers. En clair, des restaurants parisiens, des bistrots parisiens, des restaurants normands qui, pendant une semaine, affichent l'excellence d'un produit normand qui est la coquille Saint-Jacques. Et donc, ça a été pour nous un leitmotiv. À chaque fois, bâtir un modèle dans lequel on porte la Normandie et à travers ça, on la réveille. Voilà pourquoi on a créé les ambassadeurs de Normandie. On a 15 000 ambassadeurs en Normandie. Voilà pourquoi on a créé des clubs d'ambassadeurs à l'étranger. Quand vous allez à Sydney, à New York, vous avez un club des ambassadeurs normands. Avant, il y avait des Lyonnais, le club des Lyonnais, le club des Bretons et le club des Alsaciens. Et bien maintenant, le club des Normands. Et je vous jure que quand je suis allé à Sydney, pour d'autres raisons, et en même temps, je me suis dit, on va faire le club des ambassadeurs normands à Sydney, je n'étais pas sûr qu'on allait trouver beaucoup de Normands le soir où l'ambassadeur avait essayé de trouver dans ses fichiers d'anciens Normands. Eh bien, ils étaient près d'une centaine. C'était des cadres, c'était des ingénieurs, c'était des chefs d'entreprise, mais tellement fiers de porter la Normandie. Parce que plus on est loin de chez soi, plus en général, on a encore un peu plus toujours la nostalgie de sa terre natale. Bien. Eh bien, ça a été cette ligne de conduite, avoir la passion de sa région, de l'aimer, et puis de se dire qu'on allait la réveiller en construisant des politiques nouvelles. Et les politiques nouvelles, on les a bâties sur une idée simple, mesdames et messieurs, qui a été de se dire on va à chaque fois faire en sorte de traiter nos faiblesses en s'appuyant sur nos points forts. Un peu comme au football. Au football, pour moi qui adore le foot, quand vous avez un très bon joueur qui est plutôt gaucher,
plutôt que de lui dire tu vas devenir un bon droitier, on lui dit tu vas encore améliorer ton pied gauche pour être encore meilleur. Et les sportifs de haut niveau, on leur dit, n'est-ce pas Aristide, aux sportifs de haut niveau, quelle que soit leur discipline, on leur dit si tu veux réduire tes faiblesses, renforce tes points forts. Eh bien, pour l'économie régionale, on a eu la même idée. L'idée, c'était de considérer qu'à chaque fois qu'on avait un point fort, on le cultivait, on l'entretenait et on faisait en sorte qu'il soit encore meilleur, d'aller toujours un peu plus haut, un peu plus fort dans cette ambition. Je prends 2 ou 3 exemples. L'industrie. Nous sommes la première région industrielle de France, mesdames et messieurs. 22% du PIB régional en France, c'est 10%. Quand vous êtes dans l'Eure ou dans l'Orne, c'est 30% de l'emploi salarié. C'est gigantesque l'industrie en Normandie. Eh bien, nous avons tout fait avec Sophie pour bâtir une politique économique qui favorise ce secteur majeur. Regardez une chose simple. Quand un village va bien, quand vous voyez plein de petits commerces dans un petit village, regardez bien, vous trouverez quelque part une usine. Regardez bien. J'ai remarqué ça à chaque fois que je me baladais en Normandie. C'est incroyable. Chaque fois que vous avez une belle boîte, une belle usine, ça va dans le village. Et quand vous réfléchissez au mouvement des Gilets jaunes, il est aussi lié à la désindustrialisation et au fait que, n'ayant plus d'économie, n'ayant plus d'emploi dans des zones entières, il faut se déplacer avec les conséquences qu'on a évoquées à l'époque. Eh bien, on a tout fait pour ça. Et on a bâti un écosystème extrêmement innovant. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je voudrais citer 3 choses. Nous sommes la première et seule région à avoir créé un fonds souverain. Nous investissons, vous êtes propriétaires de parts d'entreprises, une bonne 50aine. Nous allons doubler ce nombre dans les prochaines années. Nous sommes dans le capital d'entreprise, soit parce que ce sont des start-up et qu'elles ont besoin de fonds propres, soit parce qu'elles ont des besoins importants de financement pour pouvoir se développer, soit parce que c'est le moment de la transmission, la succession, un peu de fragilité, et on consolide l'histoire à travers l'amélioration du capital de la boîte. Deuxième exemple qu'a cité Sophie, le dispositif ARM, venir au secours d'entreprises fondamentalement saines, mais qui connaissent des difficultés qui peuvent les amener au fond du trou. En prendre un seul exemple, il est Bayeux. On pourrait citer plusieurs sur Bayeux d'ailleurs. Parce que comme le patron l'a cité, on peut le faire. Nous étions la semaine dernière chez Frial. Jean-Marie Piranda nous a rendu un chèque, nous a fait un chèque de 2,5 millions d'euros. Il nous appelle il y a peut-être 18 mois et il me dit, écoute Hervé, voilà, l'entreprise est quasi morte, elle a été reprise par un fonds d'investissement et cette entreprise-là, pas d'investissement, elle va mourir. Les salariés sont venus me voir, je n'avais pas prévu de me remettre au boulot, mais je ne peux pas laisser cette entreprise, tu te souviens, Jean-Léonce, il faut que vous nous donniez un coup de main. En 3 jours avec Sophie, on a décidé, il avait besoin de 2,5 millions d'euros pour pouvoir retourner devant les banques, pouvoir lancer un certain nombre de travaux, obtenir des concours bancaires et faire en sorte de remettre l'outil industriel en route. Il a investi 2 fois 10 millions d'euros dans l'usine. Les emplois ont été sauvés. Le site a retrouvé prospérité. Et le prix que nous l'avions fait avec un remboursement à 4 ans, il a pu le rembourser au bout de 18 mois parce que l'entreprise est à nouveau profitable. Eh bien ça, mesdames et messieurs, on l'a fait dans 500 boîtes. On a sauvé 16 000 salariés du chômage et 85% de ces entreprises sont encore en vie aujourd'hui. On l'a fait chez Frial avec ses 600 salariés, mais on le fait aussi dans des PME ou des TPE de 5 salariés. Donc on l'a fait à chaque fois, mais sans démagogie. Si l'audit qu'on réalise immédiatement démontre que ça ne marche pas, on n'est pas là. Et au moment de la crise du Covid, nous sommes intervenus, mesdames et messieurs, dans 6 700 entreprises. Nous avons consacré 320 millions d'euros pour autant que possible maintenir l'outil économique et industriel de la Normandie en place. Et ça nous amène aujourd'hui à avoir, sur tous les indicateurs économiques, quasiment
systématiquement à être sur les 3 premières places du podium au niveau français. Quand on parle exportation, nous sommes la première région française à avoir mis en place ce qu'on appelle un accélérateur à l'export qui permet à 200 PME d'être arrivées à l'exportation avec un soutien régional. Nous avons des résultats d'exportation meilleurs que la moyenne nationale. Nous avons des résultats meilleurs que la moyenne nationale sur la création d'entreprises. Ça va du coup de pouce pour le commerçant et l'artisan, 4 000, 5 000, 10 000 euros, éventuellement des prêts d'honneur. Ça va, bien entendu, à des financements pour des start-up. Mais au bout du compte, on a su créer sur le système ou sur le modèle de la création d'entreprise, de l'université jusqu'au moment où on a son numéro SIRET, on a su créer un dispositif qui nous permet d'avoir des résultats exceptionnels sur la création d'entreprise. On a des résultats, comme je le disais, exceptionnels sur la réduction des défaillances d'entreprises. Et au bout du compte, on a une baisse du chômage en Normandie beaucoup plus forte que sur la moyenne nationale. Il y a même aujourd'hui une bonne partie de la Normandie où on est totalement en situation de plein emploi. Si vous allez dans la Manche, il n'y a plus que du chômage frictionnel, ou presque, et il y a des centaines et des centaines d'emplois non pourvus. C'est plus compliqué sur une partie de la Haute-Normandie, c'est plus compliqué sur certains territoires, mais aujourd'hui, on a une situation comme on n'a jamais eu en Normandie, où on était toujours, du temps des 22 régions, entre la 17e ou 18e place. Et on a essayé à chaque fois, sur cette théorie, de porter des investissements qui soient capables de créer du développement à moyen terme. Je prends un deuxième exemple simple. Sur le tourisme, on a apporté des projets autour du tourisme médiéval. Mais Jean-Léon, le tourisme de mémoire, 2,5 millions de visiteurs par an. Quand il a fallu financer la rénovation complète du musée d'Arromanches, on a été là. Quand il a fallu, mon cher Patrick, financer les batteries de Longues-sur-Mer, on a été là. Quand il a fallu financer la rénovation totale du musée de Sainte-Mère-l'Église, on a été là. Et quand il s'agit de pouvoir financer des projets de développement autour du mémorial ou du 360, eh bien, on est encore là. Parce que le tourisme de mémoire, c'est 2,5 millions de visiteurs par an. Et donc, si vous prenez sujet après sujet, on a été sur cette idée-là, avoir de l'ambition, porter réellement la capacité de créer de la valeur. Et je termine par un dernier sujet pour ne pas être plus long, parce que Emmanuel Macron nous oblige à nous coucher à 9h et qu'il est déjà 9h moins 25. Je voudrais évoquer la question de la jeunesse. Non, pardon, un petit mot quand même, parce qu'on est à côté de la gare. Je voudrais dire que là aussi, on a été au rendez-vous. Mobilité numérique, je l'ai évoqué. Mobilité ferroviaire, pardon, nous avions annoncé un grand plan Marshall sur le train. Ce grand plan Marshall, pour tous ceux qui prennent le train, ils peuvent constater que désormais, les trains en Normandie roulent aussi bien qu'ailleurs. On est, depuis 3 mois, sur une ponctualité comparable à la ponctualité de tous les trains français. On est entre 92 et 95%, avec des trains confortables, dans lesquels il y a la Wi-Fi, avec une offre ferroviaire, mesdames et messieurs, qui s'est accrue de 20%. Vous prenez Bayeux-Paris, il y a 3 Bayeux-Paris supplémentaires par jour. Peut-être échapper à tout le monde, mais il y en a quand même 3. Nous avons comme projet, nous commençons les études, de faire un service express régional, une espèce de RER à la normande, entre Bayeux, Caen et Lisieux. Nous avons le même projet autour de Rouen. Nous avons, mesdames et messieurs, adapté quasiment toutes les gares aux personnes à mobilité réduite. Celle de Bayeux l'a été il y a 2 ans. Nous avons porté, là aussi, des projets pour ouvrir des petites lignes. Cerques-Gisors, Fécambre-et-Auteuil, et nous rouvrirons de nouvelles petites lignes. Nous rouvrirons, mon cher Jean-Léonce, Glo-Honfleur. Ça a été fermé, j'étais encore en queue courte. Nous sommes en train de travailler, mon cher Jean-Léonce, sur la réouverture de Caen-Flers. Il semblerait qu'on puisse le faire, puisque vous avez ouvert des voies vertes, mais sans démonter le réseau ferroviaire. Et donc, je ne vais pas citer tous les cas,
mais nous avons fait un énorme effort sur le ferroviaire. Et nous allons continuer à le faire. Et nous le faisons d'ailleurs avec les départements et les intercommunalités. C'est notamment ce qu'on appelle le saut de mouton pour faire en sorte que on n'ait plus le problème de la congestion au niveau de la gare Saint-Lazare. Bref, je ne vais pas plus loin, mais on a tenu nos engagements sur le ferroviaire, comme nous avons tenu nos engagements sur la mobilité routière. Quand vous aurez une majorité socialiste Europe Écologie Les Verts, quand vous avez des copains qui vous disent ça en disant « j'ai envie de cela », vous leur direz « sache qu'il n'y a plus un centime de travaux sur les routes payés par la région ». Parce que les socialistes sont otages des Verts. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand nous finançons, comme nous le voulons, les 2 déviations du camp Flair, eh bien, il n'y aura pas la région. Quand aujourd'hui la région est sur le Flair argentan, pour financer la moitié de la 4 voies pour le bassin industriel de Flair, eh bien, le conseil régional sera absent. Et enfin, nous avons la volonté d'aller vers des mobilités modernes. Vous allez avoir le premier autobus à hydrogène qui va circuler à l'automne. Notre idée, c'est de progressivement faire en sorte que nous soyons sur une mobilité décarbonée pour nos autobus. Vous avez aujourd'hui un Paris-Grandville qui roule au colza. C'est une première nationale. 60% de gaz à effet de serre en moins. Nous avons la volonté de le transformer aussi en train à hydrogène comme le Cantour. Et donc on a été présent et on continuera à l'être sur le ferroviaire. Je termine par un dernier point qui est la jeunesse. Nous avons cherché à bâtir une politique régionale qui s'adressait aux jeunes Normands en leur disant « vous êtes nés chez nous, vous avez vocation à rester chez nous ». Vous pouvez bien sûr aller découvrir le monde à certains moments. C'est pourquoi nous avons créé, mesdames et messieurs, un régime de bourse pour la mobilité internationale des étudiants. Il n'y en avait pas, ni en Haute-Normandie, ni en Basse-Normandie. Il n'y a pas un étudiant aujourd'hui qui n'est pas obligé d'aller faire au moins 6 mois à l'étranger. Eh bien, la région était absente. Nous consacrons 4 millions d'euros par an pour aider 4 000 étudiants dans le cadre de leur bourse pour la mobilité internationale. Nous avons fait en sorte de développer autant que possible des formations nouvelles, de fermer des formations qui étaient des scandales, où vous avez 98% de chômage à 1 an quand vous sortez de ces formations. Et au contraire, d'ouvrir des formations correspondant au bassin d'emploi. Nous avons ouvert dans les lycées, alors je ne sais pas lesquels on a ouvert à Bayeux, BTS Tourisme, ça a du sens. Nous avons ouvert 85 formations nouvelles dans les lycées professionnels, à chaque fois adaptées au territoire. Si vous allez à Vire, l'industrie de Vire demandait une formation autour de la maintenance industrielle. Nous avons ouvert une formation et un centre de formation autour de la maintenance industrielle. Vous allez un peu plus à l'ouest, l'industrie du textile voulait un BTS sur les métiers de l'habillement. Nous avons ouvert un BTS du métier de l'habillement. Si vous allez à Dieppe, vous trouverez d'autres formations. On a cherché en permanence à moderniser nos lycées, 620 millions d'euros d'investissement, mais pas simplement les moderniser. Faire en sorte que dans chaque lycée, il y ait une formation d'excellence qui tire le lycée vers le haut. Et d'adapter les formations des lycées au-delà du socle en fonction des bassins d'emploi. Le travail est en cours, il faudra encore le faire pendant des années, c'est Sisyphe cette histoire-là. Mais il faut continuer à le faire. Et nous veillerons à développer tout ce que nous faisons autour du péripédagogique. En Normandie, vous avez un programme qui s'appelle Lycée du futur. C'est quoi? C'est 150 projets pédagogiques portés par des communautés éducatives, financés par la région, autour d'innovations pédagogiques diverses et variées. Vous avez Lycée Développement Durable, c'est une 50aine de lycées qui sont engagés dans des process autour de l'environnement. Là, ça va être un poulailler pour manger les déchets alimentaires. Là, ça va être de l'apiculture. Ailleurs, ça va être du tri sélectif. Ailleurs, ça va être la lutte contre le gaspillage alimentaire. Et nous continuerons à faire en sorte que cet éveil à la conscience environnementale puisse être porté dans les établissements, comme nous finançons 1000 lycéens qui, chaque année, bénéficient d'une immersion en anglais. On a l'intention d'en doubler le nombre. Et si je termine sur les établissements, c'est pour dire que non seulement on s'est occupé des lycées publics et privés, comme je vous l'ai dit, mais on a fait un immense effort sur l'apprentissage.
David Marguerite a porté un Grenelle de l'apprentissage au moment de l'élection, jusqu'au moment où on a perdu la compétence, puisque l'État, le gouvernement nous a enlevé la compétence de l'apprentissage. Mais en l'espace de 4 ans, nous avons augmenté, mesdames et messieurs, le nombre d'apprentis en Normandie de 20%. 20%. Il y avait 20 000 apprentis en Normandie, il y en a 25 000 aujourd'hui. Et on l'a fait en mobilisant la totalité de l'organisation professionnelle, des centres de formation pour bâtir cette ambition. Et enfin, l'accès à la formation, elle peut prendre des formes nouvelles. Et on a bâti des formes nouvelles. Vous avez en Normandie aujourd'hui 6 écoles de production. Vous ne savez probablement pas ce que c'est. Des écoles de production, ce sont des écoles qui s'adressent à des jeunes quasi complètement déscolarisés et qu'on fait revenir dans le processus de formation en leur permettant d'apprendre par la production. Ça marche formidablement bien. 85 à 90% d'insertion professionnelle. Et c'est enfin une école de la deuxième chance qu'on a ouverte à Hérouville-Saint-Clair, là aussi pour des jeunes en très grande difficulté. 800 jeunes sont allés dans cette école, avec là aussi des beaux succès de réinsertion. Et enfin, je termine par cela, notre ambition, c'est de bâtir un enseignement supérieur à la hauteur de ce qu'il doit être. C'est une des grandes faiblesses de la région. On a 3800 étudiants niveau master qui quittent la Normandie chaque année pour l'Île-de-France et la Bretagne. Eh bien, notre volonté, c'est participer très largement aux 3 campus qui doivent voir le jour. L'un à Caen, c'est Epopéa, l'autre à Rouen, c'est au Madrier, et le troisième, c'est sur le campus Frissard au Havre. Mais c'est aussi de faire en sorte que partout où on peut le faire dans les villes moyennes, on puisse le faire. Vous voyez, j'étais à Alençon avant-hier pour inaugurer des rénovations de locaux et pour annoncer un nouveau projet de développement d'enseignement à l'ISPA. C'est l'Institut de la plasturgie. Nous sommes une grande région de la plasturgie et on a un des centres de formation de référence sur le sujet au niveau national. Eh bien, on a su créer à Alençon un beau modèle s'appuyant sur les entreprises régionales et nationales autour de la plasturgie. Ce sont des métiers dans lesquels les jeunes ont un boulot avant même d'avoir quitté l'école. Et ça ne se fait pas forcément qu'à Caen, à Rouen et au Havre. Quand vous avez un Tecmer à Cherbourg, vous avez un des plus beaux établissements sur les métiers autour du littoral, où nous avons décidé un gros investissement de réhabilitation et de développement de cet institut. Et donc l'enseignement supérieur, ça sera l'ambition majeure des 6 prochaines années. Comme nous voulons porter les questions de santé. Pour nous, nous investirons dans un schéma régional de santé et financerons la modernisation des hôpitaux de proximité. On a, avec les départements, financé largement le développement de ce qu'on appelle les maisons de santé. Elles seront bientôt sur tout le territoire. On a augmenté les formations paramédicales, les kinés, les aides-soignantes, les infirmières. On va avoir 800 formations supplémentaires d'aides-soignantes et d'infirmières sur les 2 prochaines années. On a ouvert une école d'audioprothésistes, on va ouvrir une école d'orthoptistes, mais on veut désormais se préoccuper de l'accès aux soins, notamment dans les villes moyennes et dans le milieu rural. Moi, j'ai vécu ça comme un scandale quand, à Bernay, on a fermé une maternité avec 450 accouchements par an, uniquement parce qu'il fallait récupérer les 2 postes de gynéco-obstétricien pour les renvoyer à Rouen parce qu'il en manquait. Eh bien, je veux qu'on puisse accéder à une offre de soins de qualité avec un développement de cette offre de soins, notamment en milieu rural. Je termine par un point, mesdames et messieurs. Ça sera mon mot de la fin. Nous avons fait ce que nous devions faire. Nous avons fait ce que nous avons dit que nous ferions. Nous avons fait ce que nous avons dit que nous ferions. En général, quand on a un politique, vous le regardez, vous dites menteur. Eh bien, on a eu 117 propositions, mesdames et messieurs. Sur les 117, et on en a fait bien plus que ces 117 en vérité, nous pouvons afficher un taux de réalisation de 90%. Dans une région qui reste la région la moins endettée de France, et de loin, et dans une région qui a porté massivement l'investissement pour permettre le développement de la région.
Et je voudrais simplement vous dire une chose pour terminer, et le dire surtout, puisque vous êtes là ce soir, que vous le disiez à vos amis. C'est vrai que, comme le disait Jean Léonce, on n'est pas dans le contexte le plus facile pour cette campagne électorale. Mais on ne l'est pas non plus parce qu'il y a un sentiment de désespérance important d'une partie de nos compatriotes. Parce qu'ils ont un sentiment profond de déréliction du pays. Mais j'ai envie de leur dire, vous ne trompez pas d'élection. L'élection nationale, c'est l'année prochaine. Là, c'est une élection de la Normandie pour les Normands. Ce n'est pas l'élection qui consiste à dire à M. Macron, je ne suis pas satisfait de cette politique, je veux que ça change. Oui, moi aussi, j'en ai marre, mesdames et messieurs, d'un système dans lequel on est incapable d'améliorer la sécurité de nos compatriotes, tant les dysfonctionnements de la chaîne police-justice sont majeurs. Oui, moi aussi, je ne supporte pas la remise en cause des fondamentaux de mon pays, des valeurs de mon pays par l'islamisme radical. Moi non plus, je ne supporte pas cette immigration incontrôlée. Moi non plus, je ne supporte pas l'impuissance de l'État comme j'ai pu la vivre à certains moments, comme au moment de la crise du Covid. Mais j'ai envie de vous dire, là, on parle d'une région, on parle d'une collectivité de 2 milliards de budget, d'une collectivité qui est majeure dans la vie quotidienne de nos compatriotes, comme j'ai essayé de vous le montrer, et qui doit s'associer avec les départements et les intercommunalités pour bâtir les politiques de demain pour notre région et pour les Normands. Et donc dites bien à vos camarades qui vous disent « moi j'en ai plein le dos, je vais aller voir ailleurs », c'est que quand c'est fait, c'est trop tard. Et que la responsabilité, c'est tout de même de considérer qu'il vaut mieux des équipes qui sont impliquées, engagées, et qui ont envie que notre région continue à progresser et à construire son avenir, notamment pour sa jeunesse. Et donc, si vous portez ça, eh bien, partagez-le avec vos amis. Dites-leur bien qu'on parle d'une élection pour la Normandie comme on parle d'une élection pour le département du Calvados. Et dites-leur bien une dernière chose, voter utile, c'est voter pour une liste. Moi, je ne suis pas en train de bricoler. On a fait une liste de premier tour, ça sera la liste de second tour. Les bulletins sont même déjà imprimés. Il n'y aura pas de fusion. C'est la région, c'est la liste. C'est la liste. Ce n'est pas une liste d'appareils politiques. On a pris des hommes et des femmes issus de territoires engagés, investis, responsables, avec leur parcours politique. La plupart du temps, on ne sait même pas quelle couleur politique ils ont, sinon qu'ils ne sont pas mélenchonistes, hein, je vous rassure. Mais, en clair, on a fait une liste, l'équilibre des territoires et une liste de gens engagés. Et donc, cette liste-là, on ne les touchera pas. C'est une autre liste de premier tour, c'est une super liste. On n'a pas eu besoin de s'emmerder avec les partis politiques pour la bâtir, ce qui est quand même une première. Et on a pu... Ah non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a eu aucune discussion entre l'air, les machins. Ça, zéro, mais zéro. Vraiment aucune. On en parlait encore hier avec David, on a fait nos listes. Bon. Ça n'empêche pas que chacun ait ses opinions. Moi, j'appartiens à un parti politique, je ne m'en cache pas. Mais ça n'empêche pas que ça n'a pas été ça le moteur. Et donc, l'idée est simple. Si vous voulez porter une majorité régionale avec des gens engagés sur leur territoire, capables de décliner la politique régionale, capables de remonter les préoccupations de leur territoire et qui ont envie de s'engager à fond, eh bien, il faut que dès le premier tour, voter utile. Et voter utile, c'est voter pour la Normandie conquérante. Je vous remercie. Voilà, nous avons une question qui est Sarah. posée par Sarah. Vous avez lancé Normandie pour la paix. Avez-vous des liens avec le prix de Bayeux qui nous tient tant à cœur? Oui, madame, nous en avons. Normandie pour la paix, c'est l'idée de bâtir un grand événement, un grand Davos de la paix et des questions de sécurité parce que nous sommes la terre de la liberté de l'Europe. Et donc, bien entendu, nous faisons des choses avec le prix de Bayeux et nous jouons complètement ensemble pour faire de la Normandie une terre qui, à travers un événement ou deux événements majeurs, peut porter une belle attractivité. C'est tout? Il y en a une deuxième. Allez-y.
Je prends chaque jour le train pour aller travailler. Les gares sont devenues des lieux vides alors qu'il y a du potentiel de vie. Je trouve ça dommage. Eh bien, vous avez raison, Juanita Banana. Vous avez complètement raison. J'aurais pu en parler. Et vous voyez, on a 2 projets autour des gares. Le premier, c'est d'en faire à nouveau des lieux de vie et des lieux de service. Nous avons par ailleurs l'idée de faire en sorte que vous puissiez avoir un service pour les principales gares, pour aller jusqu'à chez vous, en commandant à partir d'une application de la gare Saint-Lazare, pour pouvoir commander éventuellement les derniers kilomètres pour aller chez vous. On est en train de développer le produit. Et enfin, madame, il y a une autre idée que nous avons, c'est de faire en sorte qu'à côté de ces gares ou dans ces gares, il puisse y avoir des services liés à la personne. Ce sont notamment des mamans qui élèvent seuls leurs enfants qui m'ont fait observer ça en disant on est tout le temps en train de courir entre la halte garderie, la crèche, etc. Eh bien, si, et l'école ou autre, la salle de sport quand on a le temps d'aller faire du sport, etc. Bien, eh bien, si déjà vous nous mettiez les services d'accueil des enfants à côté des gares, ça nous faciliterait la vie. Et donc, on a cette idée-là. C'est tout ? Eh bien, merci, bonne soirée. Merci à tous. Bonne fin de soirée. Et pour les personnes qui sont derrière leur écran, eh bien, la prochaine réunion publique en physique sera à Neufchâtel-en-Bray, 19h, lundi prochain. Bonne soirée et à bientôt.